Amis du hack, bonsoir. Bienvenue dans Les Activistes, votre podcast sur l'actualité du hack tous les lundis à 18h pour parler de l'actualité du premier et à jamais club de football français. Et à partir de ce jour, en partenariat avec France Bleu Normandie. Pour nous accompagner ce soir, Romain, cofondateur d'actu.fr, est avec nous. Bonsoir Romain. Salut tout le monde. Florian est également à nouveau parmi nous. Bonsoir Florian. Bonsoir à tous. Au sommaire de ce numéro des activistes ce soir, marche à l'aube, un départ raté du hack à 3, la somme de toutes ces peurs, retour sur la rencontre hack-Amiens. Activez-vous votre ressenti, amis internautes, sur les deux rencontres, un petit retour sur le concours de pronostics et deux brèves concernant notre club. Cette émission n'est pas la nôtre, c'est la vôtre et nous allons vous le prouver maintenant. Les activistes numéro 2, c'est parti. Marche à l'aube, on l'attendait depuis longtemps. Le retour de la compétition, et ça a commencé par un beau pétard mouillé à 3. Les Havrais se sont pris les pieds dans le tapis au stade de l'Aube, défaite 2-0 pour une catastrophe en termes de rendu et qui aurait pu avoir des conséquences autrement plus importantes. Je voudrais revenir avec vous, messieurs. Romain, c'était quoi ce système de Paul Le Guen, ce 4-3-2-1 où on sentait vraiment qu'il n'y avait rien offensivement et on s'est dit, on est parti pour jouer le 0-0 là-bas, c'était pas possible autrement. Ouais, je te rejoins complètement, Gilles. Je cherche encore pourquoi il a mis ce système en place, surtout qu'il avait testé pas mal de choses pendant la prépa. Et quand on a vu le système qu'il a mis en place et la compo, on peut se demander pourquoi Abdelli il a joué à droite pendant la quasi-totalité du match. Et d'ailleurs, ça n'a rien apporté, en tout cas de ce que moi je vois. Thierry très esselé devant. Thierry, c'est pas Kadewere et on le sait depuis toujours, j'ai envie de dire. Le fait de balancer des ballons comme ça devant un Thierry, ça va pas forcément amener de but, hein, on l'a vu. Ça n'amène même pas de tir cadré, ou quasiment pas. La présence de Fontaine, qui du coup excentre Abdelli à droite. Voilà, j'ai pas compris le système de Paul Le Guen que Paul Le Guen a voulu mettre en place contre 3 lundi. Florian, qu'est-ce que t'en penses, toi? C'est une erreur. Après la préparation, on voyait bien partir sur un 4-2-3-1 qui mettait Abdelli au centre du jeu. Et là, malheureusement, il n'a pas commencé avec ça. Alors, est-ce que c'est par manque de joueurs dans le dispositif ou les retours de joueurs qui n'étaient pas prévus, comme le Cal, qui font que ça a tout chamboulé? Malheureusement, ça n'a pas donné de fruits. Donc, on a les stats, 0 tir cadré dans le match. Une seule frappe, c'est Fontaine à l'extérieur de surface qui prend pas le cadre. Donc, c'était vraiment triste. On parlera à la suite du côté plus création de jeu et défensif du match, même si dans la création du jeu c'était plutôt pas mal. C'est les derniers gestes et la finition qui ont été catastrophiques, voire totalement à néant. On en avait parlé la semaine dernière, on disait que Paul Le Guen avait quand même l'impression avec Victor Lecal qui commençait doucement à faire son deuil. Et j'ai l'impression qu'en fait, que le fait que Lecal soit à disposition pour le match de 3, il s'est obligé à le mettre, mais ça inclut quand même. J'ai dit, on avait parlé déjà aussi du fait qu'Abdelli, sur le côté, il ne fallait pas pour le bien de l'équipe. Il a mis Abdelli à droite et on sent que en fait, fallait que Abdelli soit là et il fallait que Lecal soit là. Mais qu'il a essayé de trouver un système un peu bâtard pour que tout le monde rentre dans le 11 de départ, quitte à ce que son équilibre soit fait. Moi, Abdelli, les seules fois où je l'ai vu vraiment efficace contre 3, c'est les rares fois où il a repiqué dans l'axe et où il a pu donner une ou deux bonnes passes par l'avant. Mais à côté de ça, il n'est pas allé au bout de sa logique. S'il voulait jouer en 4-3-2-1, ce qui a été le dispositif de lundi, il fallait qu'un des trois, entre Mbemba, Lecal et Fontaine, soit un box-to-box. Sinon, il n'y a plus personne devant et le pauvre Jamal Thierry, on a vu qu'il a vraiment bien pu faire ce qu'il pouvait, mais il y avait quand même pas de possibilité de création et à partir de moment là, on compte sur une grosse erreur de l'adversaire. Il y avait vraiment pas grand-chose à dire. Ertugrul Ersoy, là encore, il y a un gros problème. Dans le sous-détail du conducteur qu'on avait dans l'émission, on a grandeur et décadence. Ertugrul a été bon pendant le match, très bon, et il va dégoupiller, il va nous faire ce tacle de boucher de bas étage dans la surface troyenne. C'est inadmissible.
On fait quoi avec Erzoy? On l'envoie voir un psy, on le fouette en place publique ou on lui fait tâter un peu du banc de touche histoire de voir ce que ça donne, Florian? Quand je vois le match d'Ersoy, je pense à un film Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Deux personnes dans la même personne. Il faisait un match, on va pas dire parfait, mais très très bon. Toujours, il coupait les lignes de passe. Dans les décisions, il était bon. Dans les interceptions, il était bon. On se disait, tiens, le choix d'Ersoy en défense avec Basque, c'était plutôt judicieux. C'est ce qu'il nous fallait. Et là, deuxième mi-temps, tacle dans le rond central. 50 mètres des buts. L'attaquant dos à notre but. Aucune menace. Est-ce qu'il s'est dit, je suis sûr que j'aurai le ballon et qu'il a taclé, mais c'est un tacle par derrière. Donc, même si tu prends le ballon, c'est super dangereux. Donc, j'ai toujours pas compris. Paul Le Guen n'a pas compris. Je pense que même les commentateurs, ils ont pas compris. Personne n'a compris ce qui s'est passé dans sa tête. Donc, à voir par la suite, parce que ce genre de comportement, ça peut être super dur pour lui, parce que si jamais Basque en plus a confirmé, même si je ne m'attendais pas à ce qu'il joue en défense, si jamais il y a d'autres joueurs qui arrivent à sortir leur épingle du jeu, ça peut même lui coûter sa place de titulaire à l'avenir. Donc on ne va pas juger sur deux matchs, mais attention à ce genre de craquage. Il y a Mayembo et Isaac Touré, ils attendent que d'avoir une vraie chance pour pouvoir prendre la place, c'est certain. Romain, est-ce que tu as quelque chose à rajouter concernant Arturo Lez? Personne n'a compris, vous n'avez pas compris, j'ai pas compris moi-même ce qui s'est passé à la 53e minute du match contre 3. Son entraîneur n'a pas compris, vous avez vu, hein, il a réagi dans la presse en disant qu'il allait encore souffler dans les oreilles d'Ersoy. Et surtout, ce qu'il lui reproche, c'est que c'était déjà arrivé la saison passée face à Caen, au stade Océane. Et donc, ce qu'il lui reproche, c'est que ça arrive une seconde fois et que il le dit clairement, hein, si Ersoy n'est pas capable de comprendre, ça va devenir compliqué pour lui. Il dit que ça a tué l'équipe, on est tous d'accord là-dessus. Et donc effectivement, pour en revenir à Mayembo, moi je souhaite que Mayembo saisisse sa chance, puisque justement il rentre pas dans les plans de Paul Le Guen à la base. Là, il a l'occasion de jouer 2 matchs comme titulaire. À lui de prouver qu'il peut être sur le terrain et qu'il peut être un titulaire. Tout à fait, tout à fait. Tu dis ça a tué le match. Moi, pour moi, le carton rouge d'Erzoy, en fait, il a pas tué le match dans le sens où on savait qu'on allait perdre. Disons qu'on savait à ce moment-là qu'il faudrait vraiment un gros concours de circonstances pour gagner. Et que vraiment, ce qui nous tue, c'est le carton rouge de Fontaine. Autant le premier carton jaune était mérité en première, autant là, le deuxième, c'est vraiment... Ouais, c'est sûr que quand tu revois les images au ralenti, oui, il y a rien du tout. Le pauvre Fontaine n'a malheureusement pas fait grand-chose jusque-là. Sur France Bleu Normandie, il y a la traditionnelle interview entre François Manoury, donc le commentateur sur France Bleu, et Benoît Donquel. Et François pose cette question, et Fontaine n'a pas fait grand-chose, et t'as Benoît Donquel qui sort spontanément, c'est Fontaine. Ça fait très mal, mais malheureusement, c'est Fontaine, il est là, on fait avec, mais il y a, encore une fois, je vais dire, il y a trop peu de choses pour quelqu'un qui est là depuis tellement longtemps et qui doit être un des tauliers. Il faut vraiment aussi que Jean-Pascal Fontaine élève son niveau de jeu, mais vu que d'autre côté, t'as pas la densité, comme on a dit, là, on a parlé et de Mayembo et de Isaac Touré en défense. Est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un derrière pour prendre la suite de Fontaine si Fontaine est absent? C'est compliqué. Je sais pas vous, messieurs, s'il n'est pas vraiment dans l'inconfort par absence de concurrence, mais c'est vraiment dommageable, d'autant plus que si on perd Victor Lecal, on aura d'autant plus besoin d'un Jean-Pascal Fontaine en forme. Romain, quel est ton avis à ce sujet? Après, si ça manque de concurrence, c'est pas de la faute de Fontaine, et ça fait plusieurs saisons que ça dure. C'est de la faute des dirigeants. Il faut pouvoir amener un joueur capable de bousculer Jean-Pascal Fontaine. Moi, ce qui me dérange dans l'attitude de Fontaine, c'est que même quand il est exclu sur un carton jaune qui est inexistant, le deuxième, on voit un Jean-Pascal Fontaine qui ne se révolte pas, qui sort du terrain. L'arbitre lui a dit de sortir. Ok, je sors. On aimerait bien le voir un petit peu plus dans la révolte et que ça se retrouve aussi dans son jeu. C'est pas normal de se faire exclure. On voit tout un tas de joueurs
joueurs, pour ne pas citer Marco Verratti, qui lui se révolte tout le temps sur le terrain. C'est bien, on sait qu'il est timide, mais là il est exclu, et alors qu'il n'y a pas faute. Il faudrait qu'il se révolte un petit peu. C'est sûr. Florian, pour toi, quelque chose à rajouter sur Jean-Pascal? Ouais, moi je suis un petit peu plus mesuré. Je sais que beaucoup de personnes n'aimeraient ne plus le voir dans le 11, et ils ont des raisons que je partage. Il faut aussi se souvenir que la saison dernière, c'est lui le meilleur passeur décisif de l'équipe. Alors certes, c'est pas toujours flamboyant, mais ça nous a permis de marquer quelques buts. Après, sur le cas du match, il se prend un rouge qui n'existe pas, et je pense que je suis d'accord avec toi, Gilles. C'est le À 10 contre 11, on pensait tenir le nul, à 9 contre 11, c'était terminé. Donc à 11 contre 11, c'était pour moi très faisable vu le niveau de 3. Après, pour le côté révolte, le problème c'est qu'il n'y a pas la VAR en Ligue 2. Il aurait eu protesté, l'arbitre, il n'aurait pas changé la décision. Alors je sais, c'est toujours bien au niveau mental de montrer qu'on veut, mais au final, la décision aurait été la même, il serait sorti. Donc, moi, Fontaine, je suis mitigé. Je ne sais pas quoi penser de lui. C'est un cadre de l'équipe. Est-ce que dans le vestiaire, c'est un cadre? Ça, c'est autre chose. Donc, pareil, c'est à voir en fonction. Est-ce que sa position au milieu de terrain, avant devant la défense, c'est la meilleure? Vu que c'est un bon passeur, est-ce que ça serait le cas? Vu que la plupart de ses buts, ce sont des mines extérieures surface, est-ce qu'il ne faut pas le faire jouer un peu plus haut? Il y a plein de questions. Son positionnement, son apport dans le jeu, sa mentalité, ça sera à suivre sur le long de la saison. Parce que si on a un bon Fontaine qui fait des passes et qui est impliqué, ça va forcément nous aider dans des secteurs où justement on manque cruellement de création et de finition dans le dernier geste. Ce qu'on demande à Jean-Pascal surtout, c'est de la régularité à un niveau supérieur au niveau moyen de l'équipe. Il faut qu'il amène quelque chose. Si on considère que c'est un cadre, il doit vraiment amener quelque chose de plus que ce qu'on a, et que les fulgurances, tu peux avoir des joueurs à fulgurance, mais c'est des joueurs qui rentrent et qui sont sur le banc et qui peuvent te faire. Jean-Pascal Fontaine, on n'attend pas de lui des fulgurances, on attend de lui de la régularité à un niveau élevé, qu'il soit capable de t'amener l'équipe plus haut. Malheureusement, on trouve encore trop peu souvent une régularité à un haut niveau et une capacité à emmener l'équipe au-dessus par ses prestations. Malheureusement, je pense qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à rajouter sur le match qu'on a eu lundi dernier. Une défaite 2-0 au vu des circonstances qui étaient difficilement évitables. Juste eu peut-être le seul éclair où on s'est dit dans le match, le retour en jeu de Hervé Basile qui est arrivé. On va en parler un peu plus dans le match d'Amiens. Mais je pense, j'avais posté le petit message que si on nous avait dit que pour le match de samedi, Mayembo serait titulaire, Hervé Basile aurait rejoué et que Jean-Pascal Foncel n'aurait pas été sur le terrain, je pense qu'on aurait été très peu nombreux à parier là-dessus. Deuxième match, messieurs, le retour sur le HAC Amiens. On avait intitulé ce match la somme de toutes les peurs parce qu'on n'était peut-être pas forcément très rassurés, surtout suite au match de lundi dernier. Un retour pour nous à un 4-2-3-1 qui était évident vu la composition de l'effectif actuel et du fait qu'il n'y a pas de renfort offensif suffisant actuellement pour jouer directement avec deux attaquants de pointe. Et qu'est-ce qu'on peut dire? Ça a été beaucoup mieux, ça a été inefficace encore une fois. On a vu Hervé Basile titulaire, ça aussi, on ne l'avait pas forcément vu venir de loin. Et on a vu un grand Gorgelin et encore un carton rouge. Florian, quelles sont tes premières impressions sur ce match? Alors sur un point de vue global, collectif, j'aimerais retenir encore une fois une bonne création de jeu, des bonnes relances de la défense et des milieux qui cassent les lignes, et une construction de jeu vers l'avant qui est très intéressante. Après, le problème, c'est la construction est très bonne certes, mais c'est la finition, la création dans le dernier geste, les centres. Les contrôles, je vois un contrôle de Ben Mohamed où le ballon il passe en dessous de sa jambe et ça va en touche. Les centres au second poteau qui vont même au troisième poteau. Tout ça, c'est compliqué à mettre en place. De toute façon, on voit bien, on a eu un tir cadré dans le match et c'est pas le but. Donc déjà, c'est qu'il y a un souci.
Et le seul tir cadré de la saison d'ailleurs, hein, messieurs. Ouais, Le pour seul tir l'instant. cadré. On a quand même marqué un but sur un tir cadré et c'est pas celui-là qui va au fond. Donc c'est assez inquiétant sur ce côté offensif. Le jeu est là, il n'y a pas de problème. C'est la création, dans les 25 derniers mètres, il n'y a pas grand-chose. Et d'où ça vient? Déjà peut-être un peu d'Imad, on ne l'a pas beaucoup vu dans le match. Alors après, de sortir à la 55e minute, ça aide pas. C'est Mais tiré sur l'ambulance avec Imad. voilà, À chaque c'est fois, pour ça que Imad, je c'est la dirais rien variable sur. d'ajustement là. Non, C'est pour ça que je dirais rien sur. dur. Donc, je sais qu'Imad, là, bon, on l'a pas vu sur les 55 premières minutes, certes, mais après il sort à cause des cartons, donc on va pas y en vouloir sur cette fois-là. Ensuite, négativement encore, troisième rouge en 2 matchs. Je sais pas si c'est un record, mais comme je l'ai dit sur Twitter, on gagnera pas le fair play cette année, hein. C'est déjà mort. Je pense que même on est bien parti pour la dernière place. Je sais pas ce qu'il faut que Paul Le Guen, ils ont pas fait de stage cet été, ils sont restés au Havre. Peut-être un petit stage kickboxing ou maîtrise de soi, ça serait pas du luxe. Alors certes, c'est bon. Les fautes, les fautes qui amènent des cartons rouges, des fois sont sévères, mais pour Ersoy, c'était un peu exagéré ces fautes. Et Mbemba, pas compris non plus. Il a un jaune, il recommence à tacler. On sait très bien qu'en plus les arbitres, là, début de saison, ils essayent d'imposer un peu la loi. Je comprends pas. J'espère vraiment que le prochain match, il n'y aura pas de rouge, parce que là, ça va commencer à être vraiment un sacré problème. Il faut être beaucoup plus calme et discipliné sur le terrain pour pouvoir, c'est même pas gagner des matchs, c'est au moins ramener des points, parce que là, on a eu un peu de chance que on a eu une bonne défense et que Amiens se prend aussi un rouge vers la fin, mais ça aurait pu finir sur un partout, voire même une défaite si Amiens avait été un peu plus efficace à l'avant. Ils ont eu beaucoup d'occasions en deuxième mi-temps et il y a eu des parades assez intéressantes. Je disais que ce soit Blin ou Godos. On a vraiment de la chance d'avoir un gardien comme Mathieu Gorgelin dans le but hier, parce que sinon, la victoire, mais faire un hold-up à la maison, c'est déjà assez rare, mais heureusement effectivement qu'il n'y avait pas Guirassy pour Amiens hier. Et pour canaliser un peu la colère, on pourra peut-être demander à Jérôme Le Banner de venir voir les joueurs pour peut-être leur dire si tu fais des conneries, c'est face à moi que tu seras pendant 3 minutes. C'est peut-être une idée à envisager. Romain, qu'est-ce que tu as pensé du match d'hier soir? Moi, je retiens déjà une compo qui me plaisait au début. Je m'attendais à avoir un Cornet ou un Alioui sur la droite à la place de Basile. Je pense que j'étais pas le seul. Après, faut avouer que Basile a fait quand même une bonne première mi-temps. Il tirait le jeu vers lui, vers le côté droit. Malheureusement, il a fait 2-3 passements de jambes très intéressants, mais malheureusement, Hervé Basile arrive dans la surface et là, au centre, il n'y a personne. Donc, ou alors les ballons partent au troisième poteau, ou alors ça atterrit dans les pieds des Amiénois. Donc c'est bien, on a vu dans la construction du jeu, on a vu beaucoup de sérieux de la part des Havrais, presque trop sérieux, presque trop appliqué en première mi-temps, à respecter les consignes certainement de Paul Le Guen. Malheureusement, dans les 20 derniers mètres, ça pêche, il y a personne pour récupérer les ballons et on est trop peu efficace à l'avant. Je voulais juste vous donner une petite stat qui est sortie ce matin là sur Hackstat. Après 2 journées, on a 4 tirs pour le hack et 30 tirs pour les adversaires sur 2 journées. C'est juste affolant, quoi. C'est juste affolant. Un tir par mi-temps. On est à Ouais, un tir par mi-temps pour un le tir hack. par mi-temps, ouais. Et il y en a 1 sur 4 qui est cadré, hein, en plus, Ouais. pour respecter les proportions. Donc après, effectivement, on a parlé de Gorgelin. Bon, là, c'est très très clair. Et de toute façon, c'est clair aussi pour son coach et pour ses coéquipiers que c'est lui l'homme du match sur hier. Heureusement qu'on l'a. Encore une fois, on n'a pas compris son arrivée il y a 1 an et demi, mais là, on commence à bien comprendre là. Déjà avec la saison dernière et ce match là hier. Sincèrement, Mathieu, il tient toute la défense et en plus, j'ai lu une interview de Basque très intéressante qui dit qu'avec un gardien comme ça, ils sont obligés de se donner à fond, quoi. Après, au niveau mental, ça joue énormément, donc heureusement qu'il est là sur la soirée d'hier et je pense qu'heureusement qu'il sera là encore cette saison. Ça peut effectivement être très intéressant. Une victoire quand même, une victoire chanceuse. Ce but contre son camp de l'Amiénois à la 44e minute qui leur met le bon coup de massue au bon moment pour nous.
Le seul tir cadré du match, donc une tête qui va directement dans les gants de Yohan Thuram sur Jamal Thiaré. Dommage. Jamal, encore une fois, par contre, j'aimerais qu'on mette un petit mot. Encore une fois, le don de soi, messieurs, lui aussi, je pense que de la même manière que tu disais qu'avec un gardien comme Gorgelin, les autres sont obligés de se donner à fond. Je pense que s'ils voient Jamal Thiaré, c'est à peu près du même tonneau. Les autres, les défenseurs et les milieux sont quand même obligés de se donner parce que quand tu as Jamal qui, encore une fois, a fait don de son corps hier pour vraiment essayer de créer, c'est vraiment niveau mentalité, on a quand même des gars qui sont bien. On va attaquer la rubrique Activez-vous, notre rendez-vous avec les internautes, qui a récupéré quelques réactions intéressées sur les deux matchs de la semaine dernière. Qu'est-ce qu'il en ressort avec le hashtag activiste, messieurs? Alors donc on a Fanatique du 76-13 qui nous dit qu'on balance moins le ballon à l'avant avec l'attaquant qui se débrouille tout seul, qu'on pose le jeu. L'an dernier on n'aurait pas gagné ce match contre Amiens et par contre en revanche il a noté qu'il y avait trop de cartons et il demande à Paul Le Guen de corriger ça. Et il nous manque un numéro 9, mais ça c'est sûr. Ensuite on a Clems76 LH qui dit que les 3 points contre Amiens l'année dernière sur un même match on aurait pris maximum 1 point voire 0. Il dit que l'équipe s'est renforcée au niveau mental. On a Antoine Duboc qui est plutôt inquiet de voir que l'équipe repart sur le même système, le même état d'esprit. Il a eu l'impression hier que les 6 derniers mois n'avaient pas existé et qu'on était dans la continuité du match d'Auxerre avec Tino en moins. LH Clos qui dit qu'on est sur un désert offensif, des exclusions qui pourraient souder les joueurs dans l'effort et leur faire gagner en mental, donc il voit plutôt un côté positif aux exclusions, c'est assez rare. On a Tonio qui dit qu'il y a un manque d'animation offensive, que Thiaré est trop isolé devant. Il aimerait bien voir Alioui et Abdelli cornet derrière lui. Et même un 4-4-2 avec Thiaré et Bentil. Et puis on a Elisa76 qui a, elle, noté les 3 cartons rouges sur seulement 2 matchs. Je pense qu'on les aura tous notés. Et les occasions, le manque de finition à revoir, trop peu de tirs, dont beaucoup non cadrés, et la victoire à Amiens qui est sur un contre son camp. Et par contre, elle préfère pas trop juger les résultats sur les 2-3 premiers matchs. Concernant le renfort mental des gars, être dans la difficulté, ouais, est-ce que oui, ça peut resserrer un groupe dans un groupe qui se connaît pas ou qui a besoin de forger son identité et du lien, oui, pourquoi pas, mais n'empêche que c'est quand même pas en finissant à 9 ou à 10 tous les matchs que tu vas pouvoir facilement prendre 3 points toutes les semaines. Pour le reste, oui, on est assez d'accord avec eux. Peut-être le 4-4-2, par contre, avec Bentil tout de suite, on tente de voir un peu comment ça se fait. Parce que le 4-4-2, on en revient à ce qu'on disait la semaine dernière. 4-4-2, oui, mais ça veut dire qu'Abdelli, il retourne sur le banc de touche. Après 2 matchs avec titulaire, un dans lequel il n'était pas à son poste et l'autre où c'était une première, mais face à un adversaire difficile et où il sort encore à la 55e minute, si tu veux rejoindre en 4-4-2, tu sors Abdelli tout de suite. Derrière, par contre, pour le récupérer mentalement, faudra être costaud. Ouais, mais par contre, c'est un vrai sujet parce que à cause des cartons rouges, Abdelli est sorti 2 fois. Sur les 55 premières minutes hier soir, il a pas donné grand chose. Je veux pas le juger, hein. Il faudra le voir sur 90 minutes et avec 11 joueurs. Mais par contre, est-ce que Le Guen serait pas tenté? C'est pas de la faute d'Abdelli, mais comme ça n'a rien donné sur les 2 premiers matchs et à cause des cartons rouges, c'est passé ce qui s'est passé. Est-ce que finalement, quand on aura un deuxième attaquant, Le Guen serait pas tenté d'essayer le 4-4-2 et de remettre Abdelli sur le banc? Le malheureux, il serait bien malheureux parce que finalement, ça a rien donné sur 2 matchs, mais c'est pas de sa faute. Mais il serait bien malheureux au bout du compte, mais Le Guen serait peut-être tenté de le faire. Mais si on recrute un voire 2 attaquants, il est certain que c'est pour rejoindre 4-4-2 et Abdelli va être le dernier de la farce. Et dans ce cas-là, faut être honnête avec lui. Faut lui dire qu'on compte pas sur lui. Faut lui dire. Mais c'est horrible parce que tu fais ta préparation et il fait une bonne préparation. Il marque contre Reims. Il est dans les fit. Il est fit. Il est affûté comme il a rarement été. On sent qu'il a le mental là cette année. Donc contre 3, tu le fais jouer ailier droit. C'est pas son poste. C'est pas lui rendre service. Hier, à nouveau la variable d'ajustement. C'est pour lui.
Euh, vraiment, s'il s'en sort de cette période difficile où il sert un peu de bouche-trou et de variable d'ajustement, franchement, respect, parce que c'est compliqué. On dira toujours ce qui ne te tue pas te rend plus fort, mais là, c'est en train de le renforcer à un point vraiment très, très important. J'espère que ça va pas être là. Ou alors qu'on soit honnête avec lui. Au moins qu'il n'y ait pas de coup fourré là-dedans. C'est juste ça. Florian, est-ce que est-ce que tu as noté quelque chose dans les réactions de nos internautes qui t'a interpellé? Moi, j'ai eu un magnifique débat en dessous de mon commentaire sur Mayembo, entre Mayembo et Ersoy. Donc, quelqu'un dit qu'il ne faut pas juger sur un seul match, et après, c'est parti un peu dans un débat. Je pense que les deux personnes ne partiront pas en vacances ensemble, et que c'était le débat Ersoy-Mayembo. Alors, quand on voit que Basque, moi, je suis le premier surpris, qui s'impose en défense, et je comprends mieux pourquoi Basque est en défense par Paul Le Guen, pour sa qualité de relance, qui est, on va pas dire impressionnante, on va rester mesuré, qui est très bonne, qui permet de se sortir de situations compliquées, mais aussi de pouvoir accélérer le jeu entre la défense, milieu et l'attaque. Donc je comprends mieux pourquoi Basque est en défense. La question se pose maintenant, qui de Mayembo et de Ersoy, quand les deux seront venus, sera titulaire, sans oublier que Gibo va revenir. Il y a 4 places derrière, pour l'instant, sauf s'il veut jouer à 3, notre Polo. Il y a forcément quelqu'un qui va sortir. Gibo avait été bon, il a l'expérience, il n'a pas encore joué en match officiel, donc c'est à voir. Moi, de ce que j'ai vu, Mayembo, on n'a rien vu de lui dans la préparation. En tout cas, moi, je n'ai pas vu grand-chose de Mayembo dans la préparation, car il a peu joué. Sa rentrée contre 3 était bonne, dans des conditions super difficiles, il a été correct. Hier, contre Amiens, je l'ai trouvé très bon. Je vais peut-être m'avancer, mais je pense que c'est son meilleur match qu'il a fait. Il était dans tous les duels, il était correct. Dans la relance, il était bon. Quand Koulibaly montait et que son couloir était un peu libre, il était derrière et bouchait les brèches. Moi, il m'a impressionné. Je ne m'attendais pas de lui. L'année dernière, moi, j'étais le premier à l'enfoncer quand il n'était pas serein. Il nous a coûté des matchs, des buts. Donc, je m'inquiétais un peu sur lui. Et là, de ce qu'il m'a montré sur il a fait 120 minutes, on va dire, en tout, sur les deux matchs. Ça présage du bon. Je préfère avoir deux défenseurs, voire trois qui se tirent la bourre vers le haut, que un choix par défaut parce que les autres, ils merdent. Donc, à voir par la suite. Je suis quand même un peu sur la défensive. Ça tombe bien sur ce sujet, car on a quand même besoin d'un autre défenseur. On voit bien que Ersoy, lui seul, ne suffit pas. À voir ensuite le dispositif, si on est en 4-2-3-1, qui joue dans l'axe, qui joue sur les côtés. Parce que je sais que Chibo, il peut jouer sur les côtés. Mais Koulibaly fait un bon début de saison. Ben Mohamed aussi est correct sur son côté. Basque est bon au centre. Donc, est-ce qu'au final, on a besoin d'un autre défenseur? Moi, je dirais que oui. Mais c'est-à-dire que il y a Basque, Gibo, Mayembo et Ersoy qui peuvent jouer en défense centrale. Alors, est-ce que Basque, il faut mieux le mettre plus haut ou le laisser jouer en défense là où pour l'instant il est bon? Donc, c'est à voir aussi. C'est trop tôt et le problème, c'est que le carton rouge d'Ersoy nous aide pas sur ce côté-là parce que, ouais, certes, on voit Mayembo, mais on n'a pas toutes les armes disponibles en même temps. Est-ce que Paul Le Guen, ça va lui donner un casse-tête? Est-ce qu'il faut recruter? Est-ce qu'il faut pas recruter? Qui il faut mettre? Quand tout le monde sera revenu, qui il faudra mettre sur la feuille de match? Donc ouais, c'est le sujet défensif était déjà un sujet la semaine dernière et aussi la préparation car on s'est pris beaucoup de buts. Là hier a noté qu'on s'est pas pris de but. C'est une première depuis les débuts de match de prépa. Donc est-ce que il a enfin trouvé son dispositif et les 4 joueurs qu'il va mettre derrière? Il faudra regarder le match contre Guingamp pour savoir. Parlons du match contre Guingamp, d'ailleurs, Paul Le Guen va peut-être avoir mal au crâne pour sa composition, parce que vu que Mbemba vient de prendre aussi son carton rouge, Erzoy est toujours suspendu. Actuellement, si Romain Basque reste en défense, la charnière du milieu sera Fontaine-Fofana. Ça va être, on rappelle toujours, le cas Gay la saison dernière. Donc, bon courage. Bon courage pour conclure sa composition d'équipe.
si on part sur le fait que Victor est vraiment peut-être en départ sur l'Arabie Saoudite et il s'en est pas caché lors d'une interview à Paris-Normandie. C'est tout, je pense, messieurs, pour ces 2 premiers matchs. Une victoire, une défaite. On espère que la saison est enfin lancée. Et on va pouvoir attaquer notre sujet suivant, le concours de pronostics. Le concours de pronostics, donc, qui a commencé sur actu.fr. Est-ce que les résultats sont déjà tombés, Romain, pour le match de 3? Est-ce qu'il y a une tendance? Est-ce qu'il y a eu beaucoup de personnes qui avaient pronostiqué la défaite du HAC? Et éventuellement, est-ce qu'on a quelqu'un qui avait eu le bon résultat? Alors, on a déjà 153 participants sur le concours de pronos. Ce que je peux vous donner, c'est le classement après les 2 matchs. J'ai le classement sous les yeux après les 2 matchs. Donc, on a premier qui est Markonovic qui est à 15 points, la deuxième Angelina qui est à 15 points et qui creuse déjà l'écart avec le troisième qui est Fabien 76-280. On avait des gens qui avaient trouvé la victoire de 3, mais pas forcément le bon score. Très sincèrement, j'ai pas pu regarder hier sur le match de Damien, mais voilà le classement en l'état. Après le match d'Amiens. D'accord, 153 participants, donc c'est plus qu'on aura pour des débuts comme ça. On rappelle que le premier prix de ce concours, c'est le maillot que Victor nous a gentiment remis, un maillot officiel du HAC. Donc n'hésitez pas, il est encore temps, même si vous avez eu un petit raté à l'allumage, de rattraper votre retard et de montrer que vous êtes le meilleur dans ce domaine. Nous arrivons bientôt au terme de l'émission, mais nous avons encore pour vous 2 petites brèves du HAC. C'est maintenant. Messieurs, 2 petites brèves rapidement pour conclure cette émission. On a une grosse pensée pour la capitaine des féminines, Jessie McDonough. Rupture des ligaments croisés confirmée pour la capitaine havraise. Sale coup pour l'équipe de Thierry Lunard qui comptait bien jouer les premiers rôles dans ce qu'on appelle le 2e chapeau de la division 1 féminine. Malheureusement, ça devra se faire sans la capitaine pour de nombreux mois. Nous souhaitons un prompt rétablissement. Souhaitez-vous rebondir sur cette information? C'est un coup dur pour les féminines. Après, peut-être que Thierry pourra recruter d'ici là, mais de toute façon, c'est quand même un gros coup dur puisque c'est la capitaine qui sort, mais on lui souhaite un bon rétablissement. Florian? Pareil. Un bon rétablissement. Les croisés, c'est une des pires blessures du foot. Donc on souhaite juste un bon rétablissement, qu'elle puisse se rétablir le plus rapidement possible, sans pour autant tirer sur la corde. Et que l'équipe féminine pourra faire sans elle, même si ça peut être compliqué. Ce genre de blessure, surtout quand c'est la capitaine, ça peut souder une équipe à se donner plus sur le terrain. Espérons en tout cas que ça n'aura pas de conséquences, au moins pour le maintien du HAC en D1 Arkema. Et dernière petite information que nous voulions vous faire partager dans les activistes, vu sur Foot Amateur, nous vous mettrons le lien de l'article dans les descriptions. La liste menée par le président du district de Seine-Maritime, qui normalement aurait dû être réélu tranquillement, a été annulée à cause d'un membre du HAC, Michael Bunel, éducateur au HAC, qui malheureusement n'était pas inscrit dans une des associations représentatives, et donc la liste présentée par le président a purement et simplement été empêchée de se présenter. C'est dommage, on aurait aimé que ça parle du HAC dans d'autres circonstances. C'est, que voulez-vous, nos districts ont du talent. Et c'est fini pour ce soir. Nous vous remercions de nous avoir suivis. Pour ne pas manquer nos prochaines émissions, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, laissez un pouce bleu, un commentaire et mettez la cloche afin d'être prévenu dès la sortie. Retrouvez-nous également sur Spotify, Deezer, ainsi que sur Twitter, @actu_fr. Rejoignez-nous également sur le site actu.fr. Il est encore temps de s'inscrire pour participer au concours de pronostics avec en premier prix le maillot de Victor Local. Nous vous souhaitons une bonne soirée. À bientôt pour le prochain numéro des activistes en partenariat avec France Bleu Normandie. Et en attendant, allez le HAC!